Madame, Monsieur, bonjour et merci de rester avec nous. Bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Ça vous tente de découvrir, ça vous tente de voyager. Nous allons parler du tourisme avec un expert dans ce domaine. Il s'appelle Monsieur Didier Baillet que nous recevons dans quelques instants. Merci de nous recevoir chez vous. Nous parlons du tourisme, un terme qui vous met tellement à l'aise. Il est quand même important que nos téléspectateurs puissent avoir assez d'informations par rapport à ces thématiques. Vous, en tant qu'expert, comment vous définissez d'abord ce mot tourisme? Merci beaucoup. C'est une question assez importante, une question clé. Et c'est là que tout le monde doit d'abord commencer avant de parler tourisme. En tant qu'expert, je peux définir le tourisme, mais déjà, l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies a choisi les termes qui définissent le tourisme. Parmi ces termes, il y en a plusieurs, mais deux importants qui sont retenus. Le premier, c'est d'abord, le terme tourisme vient du mot, il y a les mots clés qui est tour. Et puis, il y a le suffixe isme. Et nous avions également vu que pour faire comprendre ça mieux ceux qui nous suivent, nous avions eu dans le passé les dirigeants dont toute une philosophie, idéologie s'est créée à partir de leur nom. Par exemple, le fait président Mobutu, on parlait de moboutisme. L'ancien président Kabila, on parlait de kabylisme. Et puis maintenant, on parle de tshisekedisme. C'est à partir du mot qu'on ajoute le suffixe isme pour dire que c'est devenu une façon de faire, une philosophie, leur façon de diriger. Alors ici, nous avons également tour. Avant d'ajouter d'abord le isme, dans les concepts de tour, nous voyons les déplacements, nous voyons les mouvements et nous voyons donc les voyages. C'est en ajoutant le suffixe isme, cela veut maintenant dire que le tourisme, c'est un concept ou une philosophie qui facilite ou qui permet les mouvements d'un endroit à l'autre. Mais par contre, c'est dans les termes touristes également que l'on peut comprendre encore ces termes bien. Donc, avant de parler de tourisme, les fondamentaux, c'est mettre en place les mouvements, les principes très abordable, très facile, qui permet les mouvements, non seulement des citoyens d'un pays, mais aussi des étrangers. Mais quels sont ces types de principes qui peuvent faciliter ce genre de mouvement? Voilà, ce genre de types de principes dont je parle, c'est par exemple enlever des conditions difficiles d'octroi des visas pour les étrangers qui veulent entrer ou visiter les pays. C'est nouer par exemple les accords régionaux ou les accords dans la sous-région pour circuler ou bouger sans visa, identifier quels sont les marchés. Bon, en tourisme, on les appelle les marchés, mais quand on parle du marché, ce n'est pas les marchés où on vend les histoires. Mais je peux par exemple dire que les marchés hollandais sont plus intéressés à la vie sauvage, alors que les marchés chinois sont intéressés à la culture, par exemple. En identifiant ces marchés, on peut facilement dire que nous avons besoin des Hollandais car ils voyagent beaucoup dans plusieurs d'autres pays pour passer le temps dans la nature, dans les forêts, dans les lodges et que nous avions ceci pour maximiser ces marchés et avoir les meilleurs de ces marchés. Les Hollandais doivent entrer en RDC sans visa ou encore à l'arrivée. Par exemple, juste un exemple, ça c'est un. Deuxièmement, dans la sous-région ou dans les continents, c'est assez important. Pourquoi? Parce qu'avant même de parler des marchés internationaux ou des touristes internationaux, il faut absolument avoir également accès aux voisins et être en mesure de les visiter sans visa et dans la facilité. Et eux aussi, par exemple, la RDC fait partie de la SADC. Si tous les membres de la SADC, Madame Bibiche, d'ailleurs, ce qui étonne, c'est quoi? La RDC fait partie de la SADC et le seul pays qui a besoin de visa pour visiter d'autres pays. Et comment ça s'explique sur le plan touristique? C'est quoi ce que nous perdons en restant en retrait? Et ce que nous perdons, c'est la recette en termes de tourisme. Ce que nous perdons, c'est la création d'emplois.
Ce que nous perdons, c'est la crédibilité comme pays, parce que cela remet la RDC à se classifier comme le 136e pays, le passeport congolais, 136e à l'index mondial du tourisme. Et comment ceci est mesuré? C'est mesuré, on mesure les passeports par le nombre de pays que ces passeports ont accès sans visa. Donc, déjà, quand on est classifié à ce niveau, c'est une mauvaise indication. On va prendre la première rubrique, c'est l'éco-découverte. Nous sommes en tourisme, nous vous convions à découvrir un coin de la République démocratique du Congo. Éco-découverte. À chaque saison, sa particularité. Nous sommes en mission pendant la période pluvieuse dans la province de Mai-Ndombe. Sur les lacs, c'est un autre décor qui se dégage. En pleine crue, le lac Mai-Ndombe offre une autre image. Les forêts marécageuses reviennent avec force sous les ciels bleus, envahis des éperviers en partie. La montée en puissance des eaux en ces périodes est à l'origine de plusieurs maladies. Ici, sur la rivière Bolongololé, les constructions sur pilotis sont la plupart sous les eaux. C'est à peine qu'on peut apercevoir la paille de certaines constructions sous menace de la crue. Alors, il est vrai que nous parlons du tourisme, il faut avoir aussi l'habitude de vendre positivement l'image du pays. Est-ce le cas pour la République démocratique du Congo? J'aime pas aller à gauche ou à droite dans mes interviews en tant qu'expert parce que je travaille avec plusieurs pays africains pour développer et promouvoir le tourisme. Alors, j'aime être franc et honnête. Non, la réponse est non. La République démocratique du Congo n'est pas vendue positivement. Jusqu'au tel point, dans le passé, nous avions même eu des officiels ou encore des gens qui ont certains postes, mais qui parlaient négativement du pays. Vous entendrez des excuses telles que mais il y a l'insécurité, il n'y a pas d'infrastructure. Oui, mais s'il faut d'abord parler de l'insécurité, vous pensez que c'est un facteur clé qui peut facilement jouer sur les tourismes, sur la promotion du tourisme ou l'image du pays? L'insécurité, c'est quelque chose qui doit concerner les pays. On doit se rassurer que le pays est sécurisé dans son entièreté, oui, mais ceci ne devait pas handicaper le tourisme dans tous les pays également. Pourquoi? La RDC a une superficie de 2 345 000 km². Et pendant toute cette superficie, ce n'est pas que l'Est ou des petites poches où il y a des conflits, par exemple. Alors, c'est pourquoi j'aime faire les parallélismes avec l'Égypte. Pardon, pas l'Égypte, l'Israël. On parle de la RDC qui a l'insécurité. Mais est-ce que la guerre qu'il y a en Israël, entre l'Israël et les Palestiniens, c'est à comparer avec la guerre de l'Est? Il y a chaque année, chaque jour d'ailleurs, vous allez sur Internet, si nous allons sur Internet maintenant, nous allons voir des packages, des visites de la Terre Sainte. Et ils sont toujours pleins. Mais avec une petite superficie d'environ 21 345 km². Quand vous faites le parallélisme, où se situe le problème en République démocratique du Congo? C'est l'ignorance d'abord. On ne sait pas valoriser ce qu'on a, ou soit l'ignorance, manque d'expertise. Quand on n'est pas expert du domaine, on ne sait pas bien les promouvoir. On ne sait pas vendre les côtés positifs. On ne sait pas faire le nécessaire, associer ceux qui peuvent pour vendre bien l'image du pays. Nous parlons également de l'Afrique du Sud. Savez-vous que l'Afrique du Sud est le premier pays avec les taux de criminalité les plus élevés au monde? Pour l'année 2020, l'année qui vient de s'achever, l'Afrique du Sud a enregistré 21 345 cas de meurtres. Meurtres, pas, on ne parle pas de gens qui sont morts de la maladie ou accident. Meurtres. Au-delà de 21 000 quelque chose.
Vous aviez également entendu les attaques de la xénophobie en Afrique du Sud. Mais le tourisme marche toujours. C'est parce qu'ils savent vendre positivement l'image de leur pays. Ils savent vendre positivement leur pays. Ils utilisent de bonnes personnes pour les ministères qu'il faut, pour les domaines qu'il faut. Également, ils mettent des moyens à disposition, sachant que ce qu'ils dépensent, les pays remportent plus que ça, car l'Afrique du Sud, malgré tout ça, a un chiffre d'environ plus ou moins 8 milliards de dollars comme recette dans le domaine du tourisme seulement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, RDC, avons des infrastructures adéquates pour promouvoir le tourisme? Il n'y a pas d'infrastructure adéquate pour le tourisme. Tout ce qu'il faut, c'est un endroit pour que les gens dorment, un moyen pour qu'ils se déplacent. Ça peut être en vélo, ça peut être en vélo, ça peut être en moto, ça peut être à n'importe quel véhicule. Parce que le tourisme fait également partie de la découverte, donc c'est tout à fait normal. J'y arrive. Nous ne devons pas mélanger l'image que nous avons des pays européens, américains ou asiatiques, que c'est ce qu'il faut pour faire marcher le tourisme. Quand vous allez dans les pays tels que le Swaziland, qui est un tout petit pays, d'ailleurs complètement parasitaire à l'Afrique du Sud, quand vous allez voir les pays tels que Malawi, Madagascar, et vous allez aller voir, on parle de la pauvreté à Madagascar, mais le tourisme est plus avancé que la RDC. L'infrastructure est vraiment nécessaire pour tous les pays. Par contre, l'infrastructure est aussi un processus qui est continuel. Les pays qui sont déjà avancés, on a construit et tout, ces pays-là continuent toujours à développer l'infrastructure. Donc, il n'y a pas de fin. Ce que je vais dire, c'est qu'actuellement, là, il y a le peu d'hôtels en RDC, mais est-ce que ce peu d'hôtels sont d'ailleurs complets? Il arrive au moment où les gens ne trouvent plus de chambres parce qu'à cause des touristes et les hôtels sont complets. Non. C'est là d'abord qu'il faut commencer. Et on n'arrive même pas là à cause des manques de principes. Et des principes fondamentaux qui permettent aux touristes d'entrer plusieurs fois et aisément en RDC. Et qu'est-ce que ceci fait? Nous devons également reconnaître que le pouvoir d'achat pour la population est trop faible actuellement, qui ne peut même pas supporter le tourisme domestique. Parce que c'est quand même difficile pour une famille, seulement les parents avec leurs 2 ou 3 enfants, de quitter Kinshasa, aller à Lubumbashi, juste pour les touristes, passer une semaine et rentrer. Mais parce qu'il y a aussi un autre problème, ce sont aussi les différents moyens de transport que nous avons, parce que là, on nous impose l'avion. Or, si par exemple, il y avait des routes, facilement, les familles pouvaient accepter de vivre cette aventure, de vivre cette nouvelle expérience. On se dit, bon, écoutez, c'est une aventure en famille, on va aller découvrir le Lubumbashi, mais pas route. Oui, ça devait aussi se faire, vous avez parfaitement raison. Par contre, l'idée était ce que je disais, c'est que pour donner ces coups de pouce économiques à la population locale, ça s'est fait par les touristes internationaux. Pourquoi? Lorsque les pays est facile à l'accès, ils voyagent avec les devises, avec la monnaie étrangère. Et ils vont visiter les différents coins du pays et ils vont s'acheter des objets d'art, ils vont habiter dans des guest houses, dans des appartements qui sont construits, ils vont manger dans les restaurants, ils vont utiliser les transports locaux. Et tout ça déjà, ça augmente quand même un pouvoir d'achat à la population. On ne peut pas être là, rester et attendre jusqu'à ce que toute l'infrastructure va être faite et devenir parfaite, ce qui ne sera jamais le cas, puisque les pays déjà développés continuent toujours à construire encore plus. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit l'infrastructure, oui, mais nous pouvons commencer. Le tourisme, c'est le seul secteur, en fait,
qui... Commencez avec ce que vous avez. Avec ce qui peut commencer avec ce que vous avez. Ce n'est pas comme la route. Quand on construit la route, on ferme, hein, on ne pouvait pas utiliser jusqu'à ce que ça soit complètement fini. Mais avec le tourisme, vous pouvez commencer là où vous êtes. Donc avec ce que nous avons comme infrastructure, voilà. nous pouvons démarrer des Et d'ailleurs, déjà avec ça, il y aura plus de recettes et plus qui vont nous permettre qui vont permettre maintenant de commencer à développer également et à construire. C'est pourquoi j'ai parlé des cas de Madagascar. Vous pouvez même aller sur Internet voir. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas. Vous allez traverser avec des pirogues. À Madagascar. Mais c'est aussi une expérience. D'ailleurs, ça devient également une expérience. Il y a 2 jours passés, j'ai parlé également avec certains amis, vos collègues journalistes, et je les ai également montré les photos d'un endroit qui est très semblable, si on ne vous dit pas, vous ne serez pas, au parc national de Garamba. C'est Garamba. Pardon, merci. Et par contre, j'ai comparé avec l'Okavango Delta au Botswana. Si vous regardez les photos, on ne vous dit pas, c'est la même chose. Mais par contre, là, on fait les safaris par pirogue. On appelle ça Mokoro, là-bas, en pirogue. Et de l'autre côté, on ne fait rien. On a les marchés des pêcheurs à Kinkole. On ne fait absolument rien avec. Mais en Maputo, il y a un marché très célèbre des pêcheurs. Il n'y a pas de bateaux de pêche, c'est des pirogues. Moi, je n'aime même pas parler. C'est pourquoi vous allez remarquer que je ne parle pas des atouts du tourisme qu'est la RDCA. Puisque ça, c'est devenu une tendance. Et on a ça, on a ça. Le problème, ce n'est pas ce que vous avez. Qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez? Qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez? C'est là, ça ne suffit pas de continuer à citer, on a ça, on a ça. Oui, c'est quand même bien de prendre connaissance, de conscience de ce qu'on a, mais quand on ne fait rien avec, vous n'êtes pas différent de celui qui n'a pas. Il faut faire quelque chose, il faut faire avec ce que vous avez. On va prendre l'éco-créativité, on se retrouve juste après. Éco-créativité. Moi, c'est l'ingénieur Hervé Mbenga. Je suis ingénieur en informatique appliquée et je suis de HML Solutions. Ensemble avec Inten Concept, on a mis en place ce système que nous appelons poubelle intelligente connectée. Alors, cette poubelle, à quoi ça sert? Je vais illustrer cela par un exemple. À Kinshasa, au Congo, tout comme dans d'autres pays du monde, dans d'autres grandes villes du monde, généralement, qu'est-ce qu'on a pour habitude de faire? On achète sa bouteille d'eau, on finit de la boire. Une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On la jette, n'importe où. Ces bouteilles vont dans des cours d'eau, ça pollue notre environnement, et du coup, on vit dans une société insalubre. Alors, nous, c'est-à-dire HML Solutions plus Inten Concept, on a pensé à mettre en place ces systèmes justement pour pouvoir pallier, pour pouvoir régler ce problème-là. J'avais commencé l'illustration tout à l'heure, je vais la continuer. C'est-à-dire dès que je finis de boire ma bouteille, qu'est-ce que je fais? Plutôt que de la jeter, comme je disais tantôt, je vais venir la jeter dans la poubelle connectée. Mais comment ça se passe? Je vais d'abord commencer par décrire la poubelle. La poubelle, c'est un système autonome qui fonctionne avec le panneau solaire. Ça peut être placé n'importe où, même s'il n'y a pas le réseau de distribution électrique, la poubelle peut fonctionner. Par là, je vois nos villages, nos villes, ainsi de suite. Alors, la poubelle est constituée du panneau solaire pour son autonomie, d'un module de reconnaissance QR code, que le technicien appelle QR code, mais que le commun mortel appelle code barre. Et puis, il y a le récipient pour la collecte. Alors, je vais procéder très rapidement à l'exercice pour illustrer comment ça fonctionne. J'ai un système, ou plutôt, je voulais dire que j'ai l'application qui fait partie du système. Ça s'appelle HML Plastiska. Après avoir fini de boire ma bouteille, je viens, je scanne le code barre sur le module. Voilà. Mais avant de jeter la poubelle, j'utilise l'application HML Plastiska, qui est là. Je scanne la bouteille que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà, vous voyez, il me dit HML Plastiska. J'attends.
Voilà, comme vous pouvez le remarquer, je viens de recevoir un SMS. Je vais lire ce qui est écrit dans le SMS. Vous venez de recevoir du crédit par HML Plastiska. Et c'est seulement après que je peux jeter ma bouteille plastique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, dorénavant, le citoyen lambda va devenir éco-participant de l'environnement. On ne va plus jeter les bouteilles n'importe où, tout simplement parce que le citoyen va être dans une position qui sera rétribuée chaque fois qu'il aura posé un geste écologique. C'est-à-dire une fois qu'il aura jeté sa bouteille plastique, non pas dans les cours d'eau, non pas dans notre environnement, une fois qu'il l'aura jeté dans la poubelle, il sera rétribué à ce moment-là. Mais là, nous avons parlé de la bouteille d'eau, mais nous pouvons aller jusqu'à n'importe quelle autre bouteille plastique. Nous pouvons même aller, donc en descendant au bas de l'échelle, nous pouvons retrouver tous les récipients conditionnés sous n'importe quel format plastique pour alimenter notre poubelle et bien sûr rétribuer le citoyen qui a été éco-participant, donc qui a été respectueux de l'environnement. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la poubelle qui est présentée là, c'est pour le besoin de la cause, c'est un prototype. Le récipient, il est petit, mais normalement, ce sont des grandes poubelles, mais avec le même système. Et remarquez bien, il y a un système, le système de scannage, voulais-je dire, est en fait une caméra. Une caméra qui fait là présentement ça fait du 180 degrés, mais c'est une caméra qui fait normalement du 360 degrés. Donc ça regarde son environnement, tout autour de lui pour voir qui vandalise ou qui fait de l'éco-participation. Alors dites-nous quand même, tourisme, il y a plus ou moins combien de types de tourisme à travers le monde? Auparavant, on ne parlait que de deux types de tourisme. On parlait des loisirs, tourisme de loisirs et tourisme d'affaires. Et c'était catégorisé comme ça. Et par contre, nous pouvons subdiviser dans les tourismes de loisirs, par exemple, maintenant nous pouvons avoir les tourismes sportifs, culturels, tourisme de détente, médical aussi. Des découvertes. Ça, maintenant, ça tombe également dans les tourismes d'affaires. Okay? Les médicales, dans les conférences, même les tourismes religieux. On a pas mal de vagues de touristes entre l'Afrique du Sud et le Nigeria qui vont chez les prophètes, j'ai oublié les noms, mais il est quand même assez connu. Il y a des milliers de gens qui font ces périples. Chaque fois, c'est également du tourisme. Le tourisme peut être classifié. Il y a même le tourisme politique. Lorsqu'il y a une manifestation politique, une conférence politique de la sous-région, par exemple, il y a des délégués d'autres pays qui viennent, qui vont tous se rencontrer dans un pays. Alors, lequel des types est plus prisé? Ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est le tourisme des loisirs. C'est le tourisme des loisirs. Mais par contre, ce qui apporte plus de l'argent, c'est les tourismes d'affaires. Parce que les tourismes d'affaires, généralement, ce sont des masses. Avant la COVID-19, il y avait, par exemple, on parle de conférences des chefs d'État des pays africains. Et là, vous avez des salles qui contiennent des milliers de personnes qui sont réservées. Vous aurez environ plus de 5000 chambres d'hôtel réservées dans une ville. Vous avez tous les véhicules de luxe qui sont occupés, de restos de luxe. Et des fois, même les véhicules des particuliers qui sont par moments sollicités aussi. Sollicités aussi. Et ça, c'est à part même des grands hôtels. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec les médias. Hein, l'équipe des médias qui ne va pas rester dans des gros hôtels où les officiels vont rester. Ils vont peut-être prendre des guest house, des petits hôtels à côté. Donc voilà, tout ça. Donc on comprend qu'il faut avoir la capacité aussi d'organiser des grands événements, de prendre l'histoire avec le monde. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, l'ère dessert toutes les possibilités de prendre rendez-vous avec le monde en termes de grands événements? Je parle par exemple des conférences sur le climat que nous voyons à travers le monde avec
plus des milliers de visiteurs? Est-ce possible? Une très très bonne question, Madame Bibiche. Savez-vous que la RDC peut accueillir ce genre de conférences, mais par contre, le nombre de délégués est aussi important à considérer. C'est vrai que nous n'avons pas, par exemple, une salle de conférence qui peut accueillir 10 000 personnes dans une salle. Il n'y en a pas, mais au moins 500 ou 1000, nous pouvons. Oui, mais on voit par exemple ailleurs que des pareils événements sont immortalisés autrement, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles cités qu'on crée. Oui. Et après événements, ce sont des cités qui vont rester, qui vont renseigner même les touristes qui passeront par là et tout ça. Mais ça ne peut pas aussi être des opportunités pour essayer de doter le pays des infrastructures qu'il faut par moment et vendre d'autres coins du pays. Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'avais dit que nous avons besoin d'infrastructures. C'est assez important. Mais cela ne doit pas être une raison pour ne pas avancer en termes de tourisme. Pour dire que jusqu'à ce qu'on puisse avoir 100 hôtels de luxe à Kinshasa, jusqu'à ce qu'on puisse construire 90 hôtels de luxe à Lubumbashi, jusqu'à ce qu'on ait des autoroutes qui relient Kinshasa jusqu'au Nord Kivu, jusqu'à ce que. Ce que j'ai dit, c'est que déjà avec ce que nous avons, nous pouvons organiser ce genre d'événements à caractère international. Nous pouvons accueillir les touristes du monde extérieur. L'année prochaine, la RDC va organiser les Jeux de la francophonie, par exemple. C'est un grand événement et une opportunité à nous. C'était un très grand événement. J'ai les trophées, en fait, les médailles qui m'ont été remises au Ghana en 2019 pour avoir travaillé sur les sports du tourisme de sport au sport du tourisme, qui a été un grand succès. Il y avait des événements des sportifs au Ghana et il fallait réorganiser le tourisme autour de ça. Alors, s'il faudra déjà sauter sur l'occasion, on parle déjà de l'organisation des Jeux de la francophonie. Qu'est-ce que la RDC devra faire et qu'est-ce que le pays ne devra pas faire pour ne pas taper à côté ou louper l'occasion? Premièrement, la RDC doit déjà, en ce moment ici, puisque c'est quand même un grand événement, ce serait dommage d'attendre la dernière minute pour essayer de faire semblant d'organiser ou de mettre la structure en place. Actuellement déjà, on devait avoir la liste des pays, savoir ceux qui viennent. On devait avoir les partenaires en termes de tourisme dans plusieurs pays africains qui sont en train de faire les marketing, de promouvoir, parce qu'il n'y a pas que les délégués. Oui, il y a les délégués, bien sûr, mais il y a aussi d'autres qui viendront, mais qui ne se sont peut-être pas encore annoncés. D'autres qui viendront. Maintenant, avec la RDC qui impose les visas à presque tout le monde, même en Afrique, là où on est. Le monde entier, il y a un terme assez courant qui s'est dit ces dernières années. Mais l'Afrique du Sud aussi nous impose les visas, là où vous habitez. Ah, mais j'y arrive. Une très bonne question, parce que moi, j'aime ça. Moi, j'aime déjà tous ces parallélismes. L'Afrique du Sud impose les visas à la RDC. Mais est-ce que c'est l'Afrique du Sud qui refuse? Mais pourquoi c'est l'Afrique du Sud qui ne serait pas aussi tentée d'étendre la main à la RDC? L'Angola avait également besoin de visas pour entrer en Afrique du Sud. Mais il y a de cela 5 ans qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont harmonisé. Ils ont harmonisé. Et c'est la diplomatie. Moi, Dieu nous a fait grâce, on s'est mis à table, autour de table avec les dirigeants de plusieurs pays et par curiosité, pas seulement curiosité, par l'amour de la patrie, et c'est une question que j'ai posée à plusieurs officiels. Et pourquoi la RDC vous imposez? Et à plusieurs reprises, ils m'ont dit que si les autorités de la RDC ne veulent pas, alors on ne peut pas les imposer. Est-ce que vous pensez qu'avec la mise en œuvre de la zone économique de libre-échange continentale africaine, ça permettra de changer quelque chose ou ça sera un besoin qui va nécessiter encore plus de collaboration entre différents pays? On est en retard, s'il faut dire. La RDC est en retard par rapport à d'autres pays africains, ce qui fait quand même mal. À d'autres pays africains, à l'instar de quel pays? Tous les pays. Tous les pays. Allez voir sur les rapports, mais c'est ce que je dis, ça se voit par la classification des passeports. Même en Afrique, on est les 4 derniers.
en Afrique. Et c'est parce que tous les pays africains dépassent la RDC. Non, il n'y a pas la diplomatie. Je vous dis, ça, c'est plus simple que ça. Un pays tel que... Je reviens encore sur... Quand vous dites qu'il n'y a pas la diplomatie, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il n'y a pas la diplomatie, de la réciprocité. Et c'est ce qui fait que le tourisme puisse développer. Et c'est ce qui fait qu'un pays puisse accueillir plus de touristes. On parle de Kenya. Mais c'est depuis combien de temps que tout le monde entre au Kenya sans visa? Et nous devons également enlever l'hypothèse que, comme la RDC paye pour les visas dans plusieurs pays, on pense que c'est comme ça avec tout le monde. Non! Mais bien sûr, c'est la réciprocité. Allez sur Internet et voir combien de pays entrent en Afrique du Sud sans visa. Vous serez surpris. Alors, on passe au concept vert. Nous sommes dans écran vert. Il est temps d'apprendre. Concept vert. Concession forestière. La concession forestière est le territoire sur lequel s'exerce la convention d'exploitation forestière. Elle peut être constituée d'une ou plusieurs unités forestières d'aménagement. Article 47, alinéa 1 de la loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994. Alors, on a toujours dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous êtes expert en tourisme, alors que dans votre propre pays, le tourisme pose problème. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre contribution en tant qu'expert pour promouvoir ce secteur en RDC? Merci beaucoup. C'est une question pertinente. En tant qu'expert, je reçois beaucoup cette question, mais vous l'avez faite hier avec d'autres pays, mais chez vous-même, le tourisme ne marche pas. D'ailleurs, lorsque l'année dernière, avant la fin de l'année 2020, lorsque j'ai reçu les prix des meilleurs marketeurs de tourisme en Afrique, et c'était publié, quelqu'un a commenté sur mon compte Twitter pour dire qu'il est le meilleur marketeur de tourisme en Afrique, mais chez lui-même, le tourisme est nul. Donc, c'est vrai que ça fait rire, mais... Oui, ça fait rire, mais je ne connais même pas la personne, je ne sais pas, il est d'où, Mais c'est une information qui a circulé, c'est tout à fait normal. Quand on regarde les origines, c'est la RDC, mais on nous dit qu'il est expert là-bas, mais chez nous, ça ne marche pas. Expert en quoi? Voilà. Expert comment? Voilà, et je me suis demandé, bon, d'ailleurs, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a menti? Bon, pas du tout. Dans nos réunions au niveau de l'Afrique, et quand on parle de tourisme de l'Afrique, je tiens des propos très forts sur des meilleurs sites ou les atouts de tourisme que la RDC a, plus que tout autre pays. Et je neutralise ces propos d'insécurité, la RDC est dans un état d'insécurité, mais par contre, il y a ce que quelqu'un peut faire à son niveau. Et nous avons également les autorités qui sont là. Il est vrai que vous avez parlé de plusieurs catégories du tourisme. Commencez avec ce que vous avez en RDC. Avec quoi est-ce qu'on va commencer? S'il faut parler des catégories, des types de tourisme, il faudra commencer avec quel type de tourisme? Eh bien, moi, je vois quand je pense de la RDC et du genre de tourisme, le loisir doit être d'abord les premiers. Pourquoi la RDC? D'ailleurs, nous pouvons organiser un tourisme autour de la rumba. La rumba congolaise, qui est connue de partout dans le monde, et surtout en Afrique, où les gens viennent, ils ont l'expérience des rumba. En Afrique du Sud, nous avons développé un tourisme, bien que c'est loisir, mais c'est appelé sur les traces de Gandhi et Mandela. Un tourisme ajusté sur là où Mahatma Gandhi habitait en Afrique du Sud et les passages de Mandela. Okay, on n'est pas là pour parler de ça, mais nous pouvons également faire sur la rumba. Nous avons de fameux musiciens des années, bien que la plupart nous ont déjà quittés. Des quartiers populaires aussi. Des quartiers populaires aussi. Organisés autour de ça. Ça ne doit pas. C'est pourquoi moi, je suis vraiment pas d'accord avec des gens qui pensent que les tourismes sont des gratte-ciel. Ce sont des trains à grande vitesse. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais on ne peut pas attendre ça. Parce qu'on a été dans des endroits où le tourisme est assez connu, mais les gens font du tourisme en vélo. Ils font en pirogue, ils le font à pied. Donc, bon. Passer une nuit sous une case, c'est aussi une expérience à raconter quand vous rentrez en famille. Toit ouvert,
C'est aussi une expérience. Même en Afrique du Sud, ce n'est pas tous les touristes qui vont rester dans les hôtels de luxe. D'autres vont rester dans des campagnes avec des tentes qu'ils vont poser, ils vont ramasser les matins lorsqu'ils se réveillent. Donc, le tourisme peut se faire. C'est d'ailleurs cette industrie-là qui peut se faire n'importe où, n'importe comment, et tout peut devenir une expérience agréable. Nous avons plusieurs tribus. Les Pygmées, par exemple, ça devait être une attraction pour les tourismes. La chute des Ouagénia que vous avez parlé. Les touristes devaient être là plein en train de manger des poissons frais du Congo. Mais les parcs marins de mangroves vivre même ici, les différents types de nages. parcs marins de de mangroves, pêche. tout ce qu'on parle ici, est-ce que c'est toujours l'Est? Et vous allez me dire l'insécurité? Dans les Maïndombe, Dans les hippopotames, dans leur milieu naturel. Les Maïndombe, il y a toute une histoire sur même les noms là qu'on doit expliquer aux visiteurs. Donc, pourquoi le tourisme ne marche pas? Alors, ça c'est juste une question d'ignorance, s'il faut dire. L'ignorance des principes. Alors, c'est pourquoi nous pensons qu'il est quand même assez important pour le ministère du Tourisme d'avoir quelqu'un qui est connaisseur du domaine, avec des relations très très bien au niveau de la sous-région continentale et internationale. Et qui peut facilement contacter les acteurs du tourisme et dans d'autres pays ou en Afrique et dire que voilà, ça. Et ils commencent à faire des marketing, ils commencent à faire des publications. Ces histoires de visa qui n'aident pas la RDC en quoi que ce soit, doivent tomber. Le monde devient, comme je disais, on dit, c'est un terme assez courant, le monde entier devient un village global. On ne doit pas rester en arrière jusqu'à ce que tout le monde soit uni et on n'a finalement pas de choix. Nous aussi, on doit juste suivre comme ça parce que tout le monde a fait. Non, on doit anticiper, nous rattraper avec nos confrères de l'Afrique et lutter ensemble, travailler ensemble, mutualiser les efforts. Voilà, mutualiser les efforts, enlever ce qui n'aide pas les pays, accepter ce qui aide dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, et nous serons bien. Et utiliser les experts, des gens avec connaissances appropriées pour développer et changer le tourisme en RDC. Nous avons un grand et beau pays et nous devons également les maximiser comme il faut. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau écran vert. Merci beaucoup, Madame Bibiche. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Alors, nous vous invitons à découvrir la République démocratique du Congo. Autrement, vous ne serez pas déçus. À très bientôt. Mon idée pour la planète.